Pour moi, l'art, c'est la nourriture, ça nourrit nos esprits. Il y en a des fois que j'en ai des enfants, j'en ai beaucoup d'enfants qui viennent, qui en ont beaucoup de problèmes dans l'école, dans la classe. Mais tu le vois comment l'art va augmenter sur leur confiance en eux. C'est vrai que présentement, je travaille plus avec des enfants parce que je vois qu'il y en a plus de besoins. La première chose qui sont annulées dans les écoles primaires publiques, c'est l'art. Puis il manque vraiment. Inspiration, ça vient partout. Ça vient de le professeur qui va m'engager ou la personne qui est responsable de l'hôpital ou ça se peut être un enfant qui dit « Est-ce qu'on peut faire? » OK? Vraiment, je vis mes rêves chaque journée. Pour moi, la future de la Terre, c'est la créativité. On n'a besoin pas des personnes qui savent quelque chose qu'ils vont répéter 1 million. On a besoin des personnes qui peuvent utiliser leur imagination, qui vont garder la planète en forme. Il y en a juste une vie. Profitez de tous dans ta vie. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Mosaïque, une émission où on parle de culture avec ceux qui en font, ceux qui en créent. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui en fait beaucoup de culture, qui en mange, qui en vit. Et je nomme à l'instant même Deirdre Potash. Bonjour Deirdre. Bonjour à toi. Merci d'être avec nous aujourd'hui à la Maison Félix. Oui, contente d'être ici. Deirdre, quand on regarde ta feuille de route, on remarque que tu as collaboré à de multiples projets, autant dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les villes, dans les maisons de soins palliatifs, par exemple. Et on constate une tangente où c'est important, ça semble important en tout cas pour toi, de créer avec les gens. Oui. Et tu me disais récemment que une des choses les plus importantes dans ta vie, c'était de donner une chance aux gens de s'exprimer. Oui. Pourquoi c'est important pour toi? Parce que la vie est difficile. Okay. Il y en a plein de choses qui passent dans la vie, puis ont besoin d'avoir un équilibre. Je vais vous donner un exemple. Je donne des ateliers chez moi. Les lundis soirs, j'en ai des cours pour des adultes, puis les vendredis puis les samedis, j'en ai des cours pour des enfants chez moi, dans mon studio. C'est la raison pour laquelle que j'avais acheté une maison à Vaudreuil-Dorion. C'est à cause de cet endroit-là que je veux. Il y a quoi, 6 ans environ, hein? Oui. Wow! Tu as fait ton recherche. Ouais, recherche. OK. Puis, j'en ai une nouvelle étudiante qui était venue pour la première fois lundi passé. Puis, elle m'a dit « Thank God I found you. Okay. » C'est exactement ce que je veux. C'est tellement relaxant, ça me fait de bien. Puis moi, je dis toujours à mes adultes, je leur dis que l'art avec moi, c'est supposé d'être comme un bain moussé. Ah, un bain moussant. Oui, un moussant. Okay. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des pastels à l'huile, des paysages. C'est ça qu'on a travaillé pendant 2 heures le lundi. C'est quelque chose de standard, on va dire, mais ça fait de bien, c'est bon pour l'âme, pour l'esprit. C'est un peu une soupape. On a besoin de ça pour... c'est un peu une thérapie aussi, l'art, quelque part. Oui, moi, je dis que je ne suis pas un thérapeute, mais que je dis que de faire l'art, c'est comme une thérapie. Ça fait de bien. On est capable de faire sortir tout ce qui est en train de passer pendant la journée. On peut prendre soin de nous, puis tout notre focus, c'est sur la créativité, la couleur, les formes, la texture. Puis mais je dis toujours que l'art, ça fait de bien. Tu mentionnais récemment, Deirdre, que tu étais autant à la fois une entrepreneur qu'une artiste. Oui. Est-ce que l'un a précédé l'autre ou le fait d'être artiste t'a poussé finalement à devenir entrepreneur pour te vendre en quelque part? J'étais toujours une artiste. J'avais commencé des cours d'art quand j'étais comme 8 ans. Okay. Je savais toujours que je veux être une professeure de l'art depuis que je suis 14 ans, quelque chose comme ça. Ça ne me tente jamais d'aller dans une école puis être une professeure dans une école. J'étais chanceuse qu'un de mes profs, quand j'étais à l'université, a me donné mon nom au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Puis pour m'engager comme professeur de l'art.
À ce point-là, ils sont juste en train de recommencer les étudiants, des cours d'art au musée. Okay. Alors, j'étais là pendant une trentaine d'années. Tu as enseigné? J'avais enseigné là pendant une trentaine d'années. C'était une expérience incroyable. J'avais eu des expériences avec des jeunes de 2 ans jusqu'à 100 ans. J'avais fait des cours dans les hôpitaux pour les personnes avec des problèmes psychiatriques. J'avais travaillé avec des personnes qui ont des problèmes de drogue, qui sont en chaise roulante, qui sont pas capables de voir ou de parler, avec des personnes qui vivent sur la rue. J'avais fait projet avec tout le monde que tu peux penser, je l'avais fait. Puis, c'était une vie extraordinaire. Mais à un certain point, je veux la faire à mon manière, à moi. Ça, c'est la raison que j'avais commencé Artwheel Studio. Puis, alors, j'étais artiste, une personne créative, une personne sensible, avant que j'étais entrepreneur. Okay. Mais mon père était entrepreneur, mon frère est entrepreneur. Puis je pense c'est dans le sang. C'est dans mon sang. Puis, puis quand je l'avais commencé, Artwheel Studio, tout le monde, inclus mon frère, elle m'a dit « T'es vraiment fou! Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas déménager, puis tu vas aller plus l'ouest. » Parce que tu étais à Montréal? J'étais à Beaconsfield, Kirkland, okay. pour avoir mes enfants, mais j'étais née à Centreville. Puis c'était mon idée qu'à la fin de mon vie, ou la 3e vie, que je vais retourner à Montréal. Okay. Tout le monde a pensé ça, moi aussi. Puis mon fils, il vend des maisons, il parle souvent de Vaudreuil. Puis une journée, je l'avais dit, tu sais quoi, je pense que je vais déménager là. Puis à cause, une des meilleures décisions que j'avais faites, je ne savais pas que la culture puis l'art étaient un peu partout. Oui, puis en plus, la philosophie de la ville, ça en est encore aujourd'hui, mais à cette époque-là aussi, ça rejoignait quand même ta sensibilité d'artiste, c'est-à-dire de travailler avec des groupes avec lesquels on n'est pas nécessairement, les artistes ne sont pas nécessairement habilités à travailler, c'est-à-dire avec dans les hôpitaux, par exemple. Oui. Donc ça, il y a eu un mariage, en quelque part. Il y a eu non, c'est un cadeau que je ne savais pas. Mais je ne fais pas juste mon travail à Vaudreuil-Dorion ou à Vaudreuil-Soulanges ou à Montérégie. Tu as déjà fait des projets en Ontario, encore à Montréal. Comme ça fait 2 semaines, j'étais à l'hôpital pour les enfants à Ottawa. Ce sont des enfants, ça fait la 5e année que je m'en vais pour la journée. Ce sont des enfants où ils ne sont pas capables de parler, où ils sont dans les chaises roulantes, où ils ne sont pas capables vraiment d'avoir la dextérité avec les doigts. Alors, j'ai fait un projet spécial pour ces enfants-là. On a plein de médicaments, puis c'est extraordinaire d'être choisi chaque année d'aller là. Alors, j'ai fait ça. Hier, j'étais à St. Telesphore. Je fais un projet, j'avais un projet sur le recyclage de la plastique. J'avais pris des photos de la plastique dans la rivière à côté de le parc Valois. Je l'avais montré à les enfants. Mais au même temps, je l'avais amené des aînés de Prescott, Chartwell Prescott, 2 aînés, un qui a 77, puis un qui a presque 90 ans. J'espère que je vais être comme cette madame-là, incroyable. Puis ils ont parlé, c'était quoi le recyclage dans les temps passés. Ah ouais. Wow. Puis les enfants étaient comme ça, on était en train de regarder, écouter. Puis on a pris les bouteilles en plastique, puis on est en train de fabriquer une mobile avec en forme de poisson. On utilisait les bouteilles de plastique. Juste un instant. Ah oui, excuse-moi. OK, sorry. Non. Puis aussi, j'aimerais faire les collaborations. Alors, j'avais aussi engagé un artiste de blues. Puis, il a pris, avec la tempête, était venu. Puis, les enfants, puis lui, ils ont créé une chanson de la blues qui s'appelle « Les poissons plastiques ». Mais j'allais te poser comme question tantôt, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui, comme en tant qu'artiste, de choisir nos projets? Est-ce qu'on a je dirais, ce luxe-là? Moi, j'en ai. Parce que je travaille fort, OK? D'être un artiste entrepreneur, ça veut dire que tu travailles 7 journées sur 7 journées. Je vais te dire qu'après hier, j'avais retourné chez moi, après amener des années puis tout, j'avais rentré dans mon lit, puis j'avais dormi pendant 12 heures, OK? Mais ce matin, hop, j'étais en train de préparer pour ça. J'en ai ben, je suis aussi... je prends soin d'organisations qui viennent de Toronto,
qui s'appelle Dare Arts. Je suis la coordinatrice de Québec. Puis, pour la première fois, ils ont fait, à cause que moi je l'avais demandé, de faire un projet en français, parce qu'ils ont juste le fait en anglais. Ça veut dire qu'il y a besoin de traduire tous, puis tous. Puis ça, c'est à Granby. Ça va être la deuxième année qu'on va la faire. Okay. Je l'ai fait aussi sur l'île de Montréal. Je me souviens pas, c'était quoi la question? Bien, la question, en fait, c'est est-ce qu'il y a est-ce qu'on a le luxe de pouvoir choisir ces projets? Il semble que oui. Quels sont les critères de Deirdre pour choisir ces projets? Est-ce qu'il y a des... Oh, what a good question. Ça, c'est une bonne question. Oui. Est-ce qu'il y a une bonne réponse à oui, ça? toujours. Avec mon cœur. Avec le cœur. Avec mon cœur. Il y en a des fois, je veux la dire, que la première partie de notre vie, on prend de la société. La deuxième partie, il faut le redonner. Mais quand même, je suis chanceuse, mais pas chanceuse. Je travaille fort pour payer ma maison, mon auto, avoir en vacances, puis tout ça, grâce à être un entrepreneur qui fait de l'art. Puis, je choisis des projets où je vois que les personnes qui vont la faire, ils ont besoin de la faire. Ouais. Ils vont se profiter tellement. Alors, je ne m'en vais pas comme dans les écoles privées, par exemple. Je fais beaucoup de choses avec le centre palliatif, je fais des choses avec le centre jeunesse emploi, dans les hôpitaux, dans les endroits où les enfants sont dans des endroits défavorisés. Alors, je choisis des projets comme ça, où je peux avoir un impact, que je peux donner quelque chose de bon. Oui, mais ça rejoint un peu ce qu'on disait au départ, c'est de vouloir donner la chance aux gens de s'exprimer. Il y a des gens qui n'ont pas souvent la chance de s'exprimer. C'est ça, exactement. Deirdre, mais merci. L'entrevue est déjà rendue à sa fin. Okay. Mais tes projets, eux, sont loin d'être finis. Tu es partout. Je pense qu'on peut... les gens ont simplement à aller se promener, puis on va finir par te voir dans une médiation, dans une activité culturelle ou dans un projet. Mais merci beaucoup, Deirdre. C'était un grand plaisir de te recevoir ici. Merci. Tant qu'à vous, restez des nôtres. On se rejoint dans quelques instants. Nous sommes de retour à l'émission Mosaïque et nous nous retrouvons à l'église Saint-Michel de Vaudreuil, qui est un des points de culture de la ville de Vaudreuil-Dorion. Toujours en compagnie, quand on est à l'église, on est toujours en compagnie d'un ami de l'émission maintenant, Sébastien Lavillot. Bonjour Sébastien. Bonjour Patrick. Sébastien qui est conservateur au musée et grand amoureux de l'église. Sébastien, on se retrouve là au cœur, au milieu de l'église, c'est pas pour rien. Ça nous permet d'apprécier l'ensemble de l'œuvre. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Les gens n'ont pas toujours vu l'Église de cette façon-là. À partir de quel moment les gens se sont assis ici et ont pu voir l'Église telle qu'elle est aujourd'hui? Grosso modo, c'est quand François-Édouard Meloche est venu faire son décor peint, qui a tout rassemblé, toutes les époques de décoration de l'Église. Donc, en 1883, 100 ans de décoration se terminent avec Meloche, et ce qui permet... Maintenant, c'est ce qu'on voit présentement. Donc, son décor en trompe-l'œil. Et lui, ce qu'il a fait avec une équipe, il a tout décoré, tout intégré. Donc, il a fait ce qu'on voit, la voûte avec les personnages. Il a également mis de la peinture pour uniformiser sur les hôtels, le maître-autel, les hôtels secondaires. Il a également peint l'orgue Mitchell, qui était déjà dans l'Église depuis 1771. Il a également peint les bancs, qui étaient simplement teints. C'était du pain, donc avec des froux finis, il a donné l'impression que c'était du noyer, de l'érable piqué, etc. Et donc, c'est vraiment après, en 1883. Parce qu'il faut comprendre, quand Meloche entre ici, en ces années-là, 1882-83, il y a des bouts de faits, mais c'est pas unifié, c'est ça? C'est lui qui a unifié tout ça, qui a pris ça, qui a fait
Justement, il y avait quoi comme la voûte? Là? C'était blanc? C'était blanc. C'était tout simplement blanc. On avait quelques éléments de sculpture qui datent du 130, où là, c'est André Achin qui avait simplement fait des rosaces et tout ça. On a encore, quand on est venu faire la restauration avec la lumière rasante, on a vu l'ancien décor sculpté en bois, mais qui était peint simplement en blanc. Okay. Et là, Meloche a même déplacé avec son équipe des rosaces. Fait qu'il faut penser que donc l'église était blanche, on avait les autels qui étaient là, on avait les 2 tableaux, celui de Bercy avec Saint-Michel terrassant le dragon, il y avait celui de Louis Chrétien de Hire avec le Saint-Louis, il y avait l'orgue, mais l'orgue, à l'origine, en 1871, il était plutôt dans le transept gauche. Okay. C'est vraiment Meloche et son équipe qui l'ont mis sur la tribune, la 2e tribune maintenant. Puis l'orgue, à l'origine, était simplement teint, donc teint couleur bois. Donc lui arrive ici avec un mandat précis, c'est-à-dire qu'on lui dit, est-ce qu'on lui donne carte blanche? Et un Léonard de Vinci vient peindre la voûte avec une idée préconçue. Comment ça s'est passé exactement? En fait, Meloche... il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, mais surtout aussi, il a travaillé avec... c'est un élève de Bourassa, il arrive, il y a déjà des structures, il travaille... il est professeur à l'École des beaux-arts de Montréal, etc. Et comme pour le reste de la décoration, avec les Vaticans et tout ça, le Vatican, une façon de faire, ils doivent faire. Et ici, c'est un style qui s'apparente, qui est inspiré par l'école nazaréenne. Donc, il y a des éléments où on représente le Jésus qui scie dans le cœur. On voit avec Joseph qui lui montre parce que Joseph, semble-t-il, était menuisier, donc il montre au petit Jésus. C'est des éléments que Meloche va prendre à différents endroits qui vont intégrer. Et ça, c'est ça. Il est inspiré par des concepts religieux, là. Parce que, dans le fond, les œuvres qu'il représente, c'est pour les personnes qui ne savent pas lire, pour que facilement on comprenne très bien la vie des saints, la vie de Jésus, de Jésus-Christ, et également de la famille. Et corrige-moi si je me trompe, Sébastien, mais depuis l'époque de Meloche, c'est comme le dernier à voir, à part la restauration qu'on a fait récemment, mais Meloche, c'est le dernier qui a touché à la décoration de l'Église, c'est vrai? Effectivement, c'est celui qui a finalement complété 100 ans de décoration intérieure. Donc, c'est vraiment lui qui a tout unifié. Il a fait des... Puis ça, c'est vraiment des choses intéressantes ou un peu surprenantes. Le Bercy, le tableau Bercy au-dessus du maître-autel, à l'époque, il y avait immense tableau. Il y avait un hémicycle au-dessus. Donc, il y avait une partie encore supérieure. Lui, pour qu'on voit son décor peint, en trompe-l'œil, il a coupé la partie du tableau. Fait qu'il l'a rendu rectangulaire à la place qu'il y ait une partie ronde au-dessus. Sur le tableau de Saint-Louis, il a même rajouté un passe-partout sur l'œuvre en enlevant déjà une partie du blason de la famille seigneuriale. Et ça, on peut le voir? On peut le voir très, très, très bien. Okay. C'est très clair. Et même la famille seigneuriale, dont les gens habitaient encore ici, parce qu'il va faire construire aussi des tribunes du côté gauche et du côté droit, ils vont même, ces artisans avec lui, ils vont couper une partie même des stèles funéraires. Et là, la famille est on va dire ça de façon très populaire, est en maudit. Okay. C'est le cas de le dire dans une église. On n'apprécie pas. C'est ça, puis il n'apprécie pas. Puis même, ils vont faire des représentations auprès du curé pour quasiment lui taper sur les doigts. Là. Et quand on dit Meloche, c'est ça, comme tu disais tout à l'heure, c'est une équipe. Il y a un contrat qui existe dans les archives de la paroisse. Il devait faire ça pendant 3 mois. Il devait peindre le décor. Il devait peindre également la sacristie, peindre l'intérieur du presbytère, l'extérieur du presbytère et l'extérieur de l'église. Donc, on peut imaginer que c'était une équipe d'une 20aine de personnes. Donc, vous aviez le maître, qui est un peintre. Vous aviez également des plâtriers pour refaire le plâtre des murs.
Il faut aussi avoir des sculpteurs qui vont redéplacer certains éléments sculptés d'Achin, ils vont faire les tribunes également. Et il va y avoir d'autres apprentis peintres aussi, des élèves donc de Meloche, dont Xénophon Renaud, qu'on connaît un peu mieux. Et donc, le maître va faire les pochoirs, va tracer les œuvres, et ses élèves vont remplir probablement les vêtements, vont faire les pochoirs, vont faire les bancs, etc. Puis lui, il va faire les visages ou tous les éléments qui demandent une dextérité supérieure. En terminant, Sébastien, je pose la question, je pense que j'ai un peu peur de la réponse. Est-ce que cette œuvre-là est préservée aujourd'hui, dans la mesure où on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, mais est-ce que quelqu'un pourrait arriver ici et dire, bah ça, vous savez, j'aime moins ça, je vais remettre ça en blanc. Est-ce qu'on est à l'abri de ce genre de geste-là? On est chanceux parce que l'église Saint-Michel, elle a été classée en 1957. L'extérieur et l'intérieur aussi est protégé. Cela dit, on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui décide un jour de faire peut-être une action sans concerter les autorités, le gouvernement ou les gens de la fabrique qui sont au courant de ça. C'est déjà arrivé dans d'autres églises où on retrouve des éléments qui ont été changés. Et ça, des fois, c'est difficile de revenir en arrière. Ça demande beaucoup de sous. Parce que pour faire la restauration du chœur seulement, on peut penser que ça a été un montant pratiquement autour de 100 000 $. Juste pour le chœur? Juste pour le chœur. Puis on était chanceux à Saint-Michel parce qu'il y avait la présence de la famille seigneuriale et beaucoup de personnes qui étaient conscients de cette importance-là. Mais dans beaucoup d'églises que Meloche a décorées ou d'autres personnes, d'autres peintres de la fin du 19e siècle, souvent avec le renouveau charismatique, ces décors peints-là sont disparus, repeints dans les couleurs des années 60, 50, 60 en rose et en bleu. Et donc, c'est déjà quasiment on est très chanceux qu'ici, ça demeure tel quel que ça a été fait par Meloche en 83, 1883. Je pense que pour préserver tout ça, il faut habiter peut-être les lieux. Il faut habiter les lieux. Il faut venir la visiter, il faut venir l'apprécier. Oui. Sébastien, ça a été un grand plaisir. J'avais 1000 questions. Je vais te les poser quand on va éteindre la caméra. Merci Sébastien de nous avoir accueillis ici à l'Église. Tant qu'à vous, on se retrouve dans une prochaine émission et venez la voir, cette Église-là, elle est fantastique. Salut!